Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Malou Monroe, bienvenue dans Pédagogie, c'est toujours un gros kiff de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est super important, on a l'impression que ça se déconstruit au fur et à mesure, mais en fait, il y a encore un gros sujet et il peut y avoir encore des petits freins et des petits blocages. On va parler du corps de la femme, de l'image que dégage le corps de la femme, de comment, en tant que femme, on s'approprie son corps. Il y a encore des injonctions, il y a encore des tabous, il y a des freins et ça a un impact sur le bien-être émotionnel, intime, sexuel. On est là pour en parler et aujourd'hui, j'ai une invitée de marque parfaite pour répondre à cette question parce qu'elle a traversé ça aussi. Il y a encore du travail, je pense, comme nous toutes, on a encore tout le temps du travail. Toujours. Là-dessus. Travail d'une vie. C'est le travail d'une vie, évidemment. Mais tu as mis en place énormément de choses pour t'aider toi personnellement et pour aider les autres. Donc elle aide les autres, en fait, à se libérer et à libérer la parole autour de ces thématiques. Aurélie. Salut. Bienvenue. Merci Malou. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, en quelques phrases à tous nos auditeurs et nos auditrices? Bien sûr. Et merci d'être là. Merci de ton invitation. Je suis très contente d'être ici. Alors, moi, j'ai lancé le podcast Ceci est ton corps en 2021 pour tout un tas de raisons, mais notamment le constat que je me sentais pas bien dans mon corps et que c'était juste pas ok et pas possible à 30 ans de se sentir mal. Et le constat que c'était encore le cas de beaucoup de mes copines, de beaucoup de encore mal, parce qu'en fait, ouais. Exactement. Genre depuis l'adolescence, je pense que ça démarre à peu près à ce moment-là, quand ton corps il commence à changer. Et donc voilà, j'ai lancé ce projet pour aller chercher les témoignages des femmes qui m'entouraient, pour recréer un peu un lien intergénérationnel que moi j'avais pas forcément eu, et puis pour écouter les histoires des autres, pour se libérer, pour trouver des façons de libérer nos corps. Et voilà, on va en parler. Et donc ça, c'est une partie de mon métier, et je crée aussi des podcasts, souvent autour des femmes, avec des jeunes, pour mettre au centre leurs paroles, leurs rêves, leurs envies, leurs droits, voilà. Ouais, on va en parler, tu as quand même la double casquette. Hein, tu vas parler aussi au micro dans tes podcasts, donc dans Ceci et ton corps, et parfois tu es derrière et tu vas écrire. Ouais, c'est ça. C'est que t'en as beaucoup, quand même, tu sais de quoi parler, quoi. Ouais. T'en as sous le capot, quoi. Là, je vais écrire, j'ai même interprété une fois, j'ai été la voix de podcast de Amorélie. Alors, je sais pas si on le cite, si tu le garderas ou pas. Ça s'appelle Culot et c'était des petits épisodes très très courts. Et donc là, j'étais la voix parce que, comme tu peux le constater, j'ai un petit peu une voix de téléphone rose. Mais ta voix est incroyable. Et voilà. Et donc oui, j'écris, j'interprète, parfois je produis, voilà, selon les projets, selon les besoins, selon les clients. Ok. Et du coup, tu dis que d'avoir développé tout ça, ça t'a aidé. T'avais quoi, un peu juste avant la trentaine, d'avoir développé ton premier podcast, donc Ceci est ton corps? Ouais, je devais avoir un peu plus de 30 ans. C'était juste après la trentaine. Et donc de voir ces personnes-là, donc des femmes de toute origine, toute classe sociale, orientation sexuelle, qui avaient du coup toutes des sujets au niveau de tabous, de peur sur leur corps, tout ça. Ça t'a aidé toi-même à gérer l'image que t'avais sur ton propre corps? En fait, ça m'a aidé à me rendre compte que déjà, j'étais pas seule. Que c'était un truc qui était vraiment partagé par toutes et que quel que soit ton physique, quel que soit à quoi tu ressembles, t'as forcément des insécurités qui se logent à différents endroits selon qui tu es, d'où tu viens. Bon, bref, voilà. On est toutes différentes là-dessus. Donc, ça m'a aidé clairement sur ça. Ça m'a aidé je pense que j'avais aussi envie de créer un espace où les femmes, elles pouvaient venir se raconter et venir parler d'elles et venir déposer un truc. Tu vois, il y en a certaines qui m'ont dit... Après avoir témoigné à ton micro, il y a un truc qui a changé pour moi. Comme si le fait de te confier mon histoire et du coup le fait qu'elle soit écoutée par plein d'autres personnes, elle m'appartient, mais elle appartient aussi aux autres. Et du coup, c'est comme si je me libérais un peu d'un poids. Oui, tu disais que le fait de se faire écouter, de se sentir écouter, pouvait libérer aussi. Ouais, en tout cas, T'en moi, parles au début de tes podcasts. Ouais, exactement. Je crois qu'on va y venir après, mais peut-être tu veux qu'on en parle un peu maintenant. Mais oui, c'est vrai. Moi, j'ai vraiment le sentiment qu'il faut qu'on ait ces espaces dans lesquels on peut se raconter, que ce soit hyper bienveillant, que ce soit simple, que ce soit agréable. Et des espaces aussi, alors ça c'était important pour moi, de pas les filmer, de pas, tu vois, où justement leur image, leur corps est pas le centre des regards, là où en fait dans le monde on est systématiquement un objet de désir, un objet de regard, nos corps ils sont commentés, ils sont jugés, qu'on ait 12 ans ou qu'on en ait 50 en fait. Et donc je voulais aussi sortir un peu de ce truc-là, de cette omniprésence de l'image systématique. Et de se concentrer vraiment sur la voix et ce qu'elles avaient à... Exactement, ce qu'elles avaient à l'intérieur à raconter, quoi. Mais effectivement, on en reviendra après, parce que tu as développé aussi des cercles de parole. Ouais. On en reviendra après. Toi, vraiment, est-ce que tu peux essayer de nous raconter un petit peu d'où t'es partie? Tu dis qu'à 30 ans, tu t'es rendu compte que c'était plus possible d'être encore dans des peurs vis-à-vis de son corps, tout ça.
d'où t'es partie? Tu dis que ça a commencé à ton adolescence. C'était quoi qu'est-ce qui te dérangeait le plus dans ton évolution et pourquoi, à ton avis? Clairement, mes seins. Moi, j'ai eu des seins très jeunes, très tôt. Je faisais partie des premières filles de la classe à avoir des seins. Donc, les ados, quand ils sont vraiment très jeunes et très cons, focus sur tes seins et il y avait que ça qui était au centre de l'attention. Donc, très rapidement, j'ai eu l'impression même que, tu sais, les premiers mecs avec qui j'ai eu des histoires, ils sortaient avec moi que pour mes seins. Enfin, il y avait une espèce de truc qui tournait autour de ça, quoi. Ouais. Et les filles qui t'enviaient aussi là-dessus. Ouais, exactement. Parce que t'en as eu développés très très vite, très tôt. Ouais, très vite, très tôt. Alors moi, je me suis fait opérer des seins. Donc j'avais un sein qui était plus gros que l'autre. Ça a été pris en charge par la Sécu. J'ose pas les regarder du coup. Vas-y, regarde-les. En plus, j'ai mis un haut transparent. En vrai, maintenant, je les adore. Wow, okay. Je les kiffe trop. Et en fait, quel que soit leur aspect, maintenant, je suis en mode, de toute façon, je les aime quoi qu'il. Trop bien. Mais ouais, je me suis fait opérer. Et d'ailleurs, c'était un peu... j'ai pris cette décision de l'opération un peu rapidement. Mais bon, c'est une autre histoire. Beaucoup de douleurs associées à ça, mais je pense que ça m'a aussi permis de me réapproprier mon corps post-opération. Okay. Maintenant, j'ai des grosses cicatrices, mais en fait, ça me dérange plus du tout. Je m'en fous complètement. Mais si je reviens à adolescence, en fait, j'ai eu l'impression que d'un coup, d'un seul, mon corps, il changeait, mais que ma tête, elle changeait pas. Moi, j'étais encore un bébé, une ado. Enfin, tu vois, et les regards des hommes changeaient beaucoup. Donc, un regard qui ressemblait à quoi plus ? Un regard pervers, un regard hyper excité, un regard de « Ouh, waouh, j'en ferais bien mon 4 heures de cette petite jeune femme, tu vois. » Alors toi, tu penses vraiment à ton 4 heures, mais... Ouais, moi, je pensais à mon goûter, genre mon pain au chocolat, en fait, parce que j'avais genre 11 ans, tu vois, 12 ans, tu vois. Donc, horrible. Et ça, en fait, c'est une expérience qui est vécue par, je pense, la majorité des femmes, à plus ou moins degré, mais ce truc de, à l'adolescence, ton corps change, et ton corps change plus vite que ce que toi, peut-être, tu changes. Tu deviens un objet de désir, un objet de regard, et un objet de prédation aussi, en quelque sorte, quoi. Qui est beaucoup trop rapide. Exactement. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une espèce de déconnexion. Et je crois même qu'aujourd'hui, les jeunes femmes, les ados, elles ont leurs règles de plus en plus jeunes à cause de tout un tas de facteurs, et notamment genre perturbateurs endocriniens. Elles se retrouvent à avoir leurs règles en CM1, CM2, à avoir leur corps qui change tellement vite. Je me dis, putain, mais c'est hardcore quand même. Dans le monde dans lequel on vit, de projeter, j'ai l'impression que on balance les petites jeunes comme ça dans le monde en mode, allez, démerde-toi, quoi. Et puis bon, je sais pas, comme dans la majorité des familles, je suis pas grandi dans une famille où la sexualité, le corps, c'était un truc qui était abordé de façon très saine et très simple. Beaucoup de tabous de génération en génération, et voilà, et donc difficulté de me construire par rapport à mon corps, de me sentir bien dans mon corps, de le vivre comme un lieu d'expérimentation. C'était plutôt un lieu de honte, puis gros sein veut dire sein qui tombe aussi, donc et puis mal au dos, et puis avec tout ce que ça veut dire. Donc vraiment, ouais, pas mal de honte. Et en fait, t'as eu d'autres parties de ton corps qui aussi te poser problème Je dirais, je sais pas si t'as ça, mais sur les bras, tu sais, j'ai des espèces de petits boutons. Pas des boutons, mais j'ai jamais eu la peau très douce. Et ça aussi, pendant très longtemps, ça m'a complexée. Okay. Genre, je mettais que des manches longues, je refusais que les mecs me touchent les bras ou ce genre de trucs. Et je me souviens aussi de quelques réflexions qu'on a pu me faire quand j'étais jeune. Ça vient aussi des réflexions. Hein, et ça revient très très souvent dans tous les témoignages. T'as toujours une personne qui t'a dit ça et tu t'en souviens 20 ans plus tard. Et moi, c'est un mec qui m'avait parlé de ma peau, la peau de mon visage. J'avais pas non plus beaucoup d'acné, mais bon, voilà, ado, j'ai des rougeurs, je rougis très vite, j'ai une peau très sensible. Et je me souviens qu'il m'avait dit un truc, grosso modo, qui voulait dire « Ah, ta peau, en gros, elle est beaucoup mieux, genre le soir que le jour, enfin, genre la nuit, ou tu vois, genre on voit plus les défauts. » Ah, super! Super, merci. Ouais, trop bien. Et en plus, c'était un mec avec qui j'avais une histoire, enfin bref, l'enfer. Tout ce que tu veux pas entendre. Horrible. Et ça m'a... Dans ta tête, il a raison. Bah, bien sûr. Bien sûr. En fait, pendant très longtemps, la vie des autres était plus important que ce que moi, je pensais de moi, en fait. Et c'est ça aussi, en fait. Le podcast, c'était aussi, je crois, pour aller décentrer mon regard, aller chercher les histoires des autres pour me dire, OK, je suis pas toute seule. Ouais. Ça m'a fait cet effet aussi quand j'ai lu Mona Chollet, Beauté fatale. Ce bouquin, il m'a renversé le cerveau. Il m'a vraiment... il a tout changé. Et il a fait en sorte que je me rende compte que c'était pas un niveau individuel, en fait, c'était beaucoup plus large que ça. Et il y a tellement de choses, genre l'industrie cosmétique et tellement de trucs qui participent au fait qu'on est mal dans nos corps, que ça, déjà, ça m'a aidée. Et ensuite, bah voilà, d'aller chercher les témoignages des autres. Et du coup, au niveau de la pilosité aussi, c'est un gros sujet. Ouais. Là, t'en as pas parlé pour l'instant, mais... Enfin, je sais que quand avec la puberté, du coup, t'as les seins qui se développent et tout, t'as les poils qui commencent. Ouais. Même quand tu dépasses l'adolescence, t'as aussi encore des complexes vis-à-vis de la pilosité. Et t'as pas mal de femmes qui vont associer la propreté à la pilosité. Si t'as pas de poils, t'es propre. Si t'as des poils, t'es pas propre. Ouais.
Je pense que tu as eu des témoignages par rapport à ça. Alors, c'est vrai que là, la saison 4 est sur les poils et les cheveux. Donc, j'essaie d'avoir des témoignages, moi, les personnes que j'interviewe, qui sont des témoignages de femmes qui plutôt vont s'assumer. Genre, je pense à Garance, qui est le premier épisode de la saison 4, où elle est vraiment en mode, moi, j'ai la flemme de m'épiler, ça me saoule, j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, genre, c'est une charge esthétique que j'ai pas envie de porter. Donc, en fait, les couilles, je décide de pas m'épiler. Et ça a fait aussi un effet un peu repoussoir pour les mecs. Et du coup, je garde que les meilleurs mecs qui sont pas dérangés par ça, en fait. Ouais, ça a fait c'est le comme tri. Voilà, exactement, ça Mais fait le au tri. début, est-ce qu'elle a eu cette peur justement de pas rentrer dans toutes les cases? Parce qu'il peut y avoir ce côté avant que tu assumes totalement ce que tu veux et qui tu veux attirer ou attirer à toi. Enfin, pas attirer en mode coucou, mais t'as compris, énergétiquement, tu vois. Ouais. Et tu peux avoir la peur de faire le deuil de toutes les autres personnes que t'avais envie d'approcher. Parce que dans ta tête, il faut plaire au maximum. Enfin, parfois, il y a ce conditionnement-là. Ah bah ouais, du coup, tu te dis, mais attends, si je laisse pousser mes poils, c'est sûr que telle personne, elle pourra plus. Je vais recevoir des moqueries. Mais est-ce que cette personne-là me correspond pas du tout? Mais le deuil, il est dur à faire. Ouais. Elle, est-ce qu'elle est partie de ce point-là où toi, par exemple, si tu as eu des problématiques avec tes poils, est-ce que tu es partie de ce point-là aussi au début? Est-ce que tu as réussi à déconstruire cette façon de penser Je sais pas si je déconstruis parce que moi je continue à m'épiler. Et clairement, j'ai pas envie d'arrêter de m'épiler. Moi, en fait, ce que j'aimerais, c'est juste qu'on vive dans un monde où tout le monde peut faire ce qu'elle veut et que ce soit pas stigmatisé, qu'il y ait pas, si tu te balades dans la rue avec des poils aux jambes ou des poils aux aisselles et que t'es une meuf, que tu te prennes pas des commentaires, que tout le monde soit libre de faire ce qu'il veut avec son corps. Bah oui. Pour autant, je pense que quand t'es socialisé dans un corps de femme, c'est évident que tu passes par l'épilation. Enfin, genre, je pense qu'il y a très peu de femmes qui, quand t'es ado, se disent, non, moi, je vais pas m'épiler. Peut-être maintenant, la génération dans laquelle là, les jeunes de maintenant, peut-être qu'ils se disent ça. Mais j'ai l'impression que sinon, c'est quand même assez commun à une expérience. Faut le virer, quoi. Bah ouais, je veux pas parler au nom de toutes, mais je pense que c'est quand même la majorité des femmes qui ressentent ça. Toi, t'avais quoi comme modèle? Ta mère, elle s'épilait? Ouais, ma mère, elle s'épilait carrément. Moi, je me suis épilée tout de suite. En fait, c'était même limite un truc de je deviens une femme et j'ai envie de m'épiler. Ça fait partie de l'expérience d'être une femme, en fait. Oui, c'est ça. C'est aussi ce truc-là, genre aussi m'approprier mon corps, c'est aussi me comporter comme une femme, et me comporter comme une femme, c'est m'épiler, me préparer pour le regard des autres, penser au regard des autres. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vivais, tu vois. Là, aujourd'hui, je dirais pas que je pense pas au regard des autres, c'est pas vrai du tout, mais en tout cas, je sais que si je m'épile, c'est plutôt pour moi et que Après, donc, il y a Garance qui parle de ça, mais j'ai aussi lancé une messagerie où tout le monde peut me laisser un message et me raconter ses histoires de poils, de cheveux. Et là, pour le coup, il y a 10 000 témoignages. Et je pense à une personne incroyable qui fait du tantra. Et qui, elle, aime bien être très épilée dans sa vie sexuelle, mais quand elle fait du tantra, pour le coup, c'est tout l'inverse. Elle aime bien avoir une énorme touffe parce que tantra, elle est en mode à moitié à poil avec les gens avec lesquels elle fait ses ateliers. À poil même, non? Ouais, je crois. Tu peux dire aux auditeurs et auditrices en 2 phrases ce que c'est le tantra, juste qu'on comprenne, en vraiment 2 phrases. Si j'ai bien compris, le tantra, pour moi, c'est une façon de faire du sexe sans pénétration, en tout cas de voir les choses autrement et de se connecter à l'autre avec tout un tas d'autres façons, genre la respiration, le regard, et d'envisager la sexualité comme un truc beaucoup plus global que juste un script hétérosexuel très classique, avec pénétration, éjaculation, etc. Donc une autre manière de déconstruire aussi. Exactement, c'est ça. Que t'as ingéré pendant des années et que là t'essayes de casser. Exactement. Et donc dans ce contexte, elle laisse du coup une toison de ouf, donc ça devient érotique en fait. Ça fait partie de la sensualité et de sa féminité. Ça fait partie, et même elle utilise ses poils comme une espèce de petit bouclier qui la protège du regard, qui la protège. Et à la base, ça sert à ça les poils. Les poils, ça sert à protéger, ça sert à protéger de la peau, garder les fluides. Ça a quand même une utilité. Si c'est là, c'est que c'est utile, quoi. Donc je trouve ça cool aussi de se dire que selon l'espace où elle est, elle a un rapport différent avec ses poils. De toute façon, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chose. La bonne et la mauvaise chose, c'est toi. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est comment toi, en fait, c'est juste accéder à se regarder en face et se dire, ok, en fait, moi, je préfère quand c'est pas épilé. Ou sur telle zone. Il y a des personnes qui vont aimer épiler telle zone et pas l'autre. Pas exactement. C'est pas l'intégrale. Mais du coup, réussir à se dire en fait moi je préfère ne pas être épilée donc je m'épile pas, ou moi je préfère être total épilée parce que ça m'excite, ça me donne, ça m'excite ou pas, il y a pas que la sexualité, mais voilà, et je le fais. Le seul problème, c'est quand t'as quelque chose en tête et que t'arrives pas à l'appliquer parce que t'as peur
du regard de personnes qui en fait te correspondent pas forcément. Ouais, c'est ça. De ton mec, même des gens de ta famille aussi. Pardon, je t'ai coupé, mais en fait, je pense aussi au témoignage que j'ai fait avec une meuf du collectif Liberté, Pilosité. Il y a un mot qui m'échappe dans l'histoire, mais voilà. T'as compris le principe. Liberté, égalité, pilosité, je crois. Bon, bref. Très bien. Et Léa Lanrouilly Léa Taïeb et Juliette Lanrouilly qui ont écrit un bouquin qui s'appelle Parlons poils. Et on a fait tout un épisode autour justement des poils, d'où ça vient cette injonction à l'épilation, etc. Et Aurore, je crois, la meuf du collectif, racontait que elle, quand elle a décidé de commencer à ne pas s'épiler, en fait, elle avait énormément de commentaires au sein de sa famille, en fait. Qu'il y avait beaucoup de gens qui se foutaient de sa gueule, même dans a priori, un environnement qui est censé être plutôt safe, en fait, pas du tout. Donc voilà, que ce soit tes potes, les gens qui t'entourent, les gens dans la rue. Et je rebondis sur le poids, en fait. Ouais. Au sein de la famille, il peut y avoir énormément de pression sur le poids aussi. De ouf, tellement. Ça c'est parce qu'on a tous, je pense, une espèce de biais un peu grossophobe et que le poids c'est encore associé malheureusement à la maladie, malheureusement à une mauvaise hygiène de vie, alors que ça n'a rien à voir. Ce n'est pas du tout, les deux ne sont pas liés en fait. La santé et le poids, c'est des trucs qui sont vraiment très différents. Et donc ça, il y a tout un tas de super comptes sur Instagram pour se former. Enfin voilà, en apprendre plus sur le sujet. Je pense notamment à Corps Cool qui fait un travail de ouf, qui va notamment, ce que je trouve trop bien, faire des screens de films ou de séries pour dire ça en fait, regardez, ça c'est problématique, et juste pointer du doigt que on vit dans un monde qui systématiquement stigmatise les personnes grosses et que c'est pas ok en fait, et en fait c'est partout et c'est tout le temps. T'as eu des témoignages par rapport à ça aussi, au poids ? J'ai eu un témoignage auquel je pense dans la saison sur le ventre. Donc c'est une femme qui a un ventre tablier, qui est grosse mais pas non plus, qui est grosse on va dire, voilà, point. Et qui a perdu du poids, mais qui est restée grosse. Déjà, elle raconte un premier truc qui m'a vraiment marqué, qui est que quand elle était petite, elle avait l'impression qu'elle était dans un déguisement Disney, et qu'un jour elle allait dézipper le déguisement Disney et sortir de son corps, comme si son vrai corps était à l'intérieur, comme une espèce de poupée russe. Ça m'a trop marqué l'image, et ça c'était vraiment petite. Et après, elle raconte aussi toute sa relation avec sa mère et à quel point c'était compliqué, que sa mère l'a mise très très jeune dans un truc, une espèce de clinique pour perdre du poids, alors que je sais pas, elle avait 10 ans, je sais plus exactement quel âge elle avait, mais elle était beaucoup trop jeune pour ça. Et c'est elle d'ailleurs, une de celles qui m'a dit qu'après avoir témoigné, son rapport à son corps avait un peu changé. Et donc ventre tablier et beaucoup de difficultés à l'assumer, toujours en train de le cacher. Du coup, ça n'a pas marché, la clinique, elle continue à être en surpoids. Ouais, absolument. Elle est toujours en surpoids aujourd'hui, et je crois qu'aujourd'hui son poids lui convient très bien. C'est vraiment juste ce ventre. Donc ventre tablier, c'est vraiment littéralement comme la peau de ton ventre qui recouvre en fait le bas de ton ventre et le haut de tes cuisses. Tu vois, vraiment qui fait comme un tablier, quoi. D'accord. Et ça, énorme complexe là-dessus. Et après en avoir parlé dans le podcast, je l'ai revue 1 an plus tard. Elle m'a dit c'est incroyable, il y a eu un truc qui s'est passé, comme si je m'étais délestée d'un poids et que maintenant c'est pas que c'est plus un sujet, mais ça l'est beaucoup moins en tout cas. Donc ça c'est cool. Donc toujours on revient au fait de parler et de se faire écouter. Ouais, exactement. Qui peut aider du coup à accepter. En tout cas, se raconter, je trouve que clairement ça fait quelque chose, ça a un impact sur se mettre en mots. Bon là je pars dans des trucs un peu, mais moi en tout cas ça a eu vraiment un impact sur moi aussi, la façon dont même dont je positionne mon corps dans l'espace, où je suis plus à l'aise dans un environnement, où en fait j'étais juste plus à l'aise avec mon corps, tu vois. De façon générale, le fait de poser ma voix, d'utiliser ma voix, d'accueillir d'autres femmes, il y a tout un truc qui s'est créé comme ça autour de ça, quoi. Et du coup, tu sens que ça a eu une évolution aussi au niveau de ta sexualité ? Ouais, ça a eu un impact sur ma sexualité, carrément. En fait, je pense que je suis passée par plusieurs phases. Comme tu peux le constater, j'ai les cheveux assez courts. Et il y a 2 ans, j'ai décidé de me couper les cheveux vraiment très, très courts, en mode un peu m'approchez pas. Tu vois, il y avait un peu un truc de, je me réapproprie mon corps. Je suis in progress, en transition. Et du coup, sexualité, aller avec. Quand t'as eu vraiment un break en mode, là, il faut vraiment que je m'occupe de ça, quoi. Exactement. Et du coup, je pense qu'avant, j'étais dans une sexualité où j'étais très portée, le désir et le plaisir de l'autre est évidemment le plus important. Moi, j'étais jamais vraiment dans mon corps. Tu vois, ça m'arrivait limite quand je couchais avec un gars, de me regarder, en fait, de sortir de mon corps et d'être en dissociation et de me voir. Pareil. Et du coup, très, très difficile
difficile d'avoir des orgasmes. D'ailleurs, Pareil. La première fois que j'ai utilisé un womanizer, je parle de ça parce qu'on est quand même chez Passage du Désir et que c'est ici que j'ai acheté mon premier sextoy. Ok. J'ai pleuré tellement l'orgasme était fort et je me suis dit mais je n'ai pas de problème en fait, je sais mon corps peut avoir des orgasmes, il peut prendre du plaisir, tout fonctionne bien, tout fonctionne très bien. Je dis mais oui, j'en sais rien, non, mais oui. on peut penser ça vraiment. Mais de ouf, bien sûr. Moi pendant quelques années, vu que j'arrivais pas à avoir des orgasmes avec des hommes, je me disais mais j'ai un problème, enfin il y a un truc qui cloche. Donc je suis allée voir une sexologue, je me suis dit check-moi, est-ce que tout va bien, est-ce que tout fonctionne? Et puis bah oui, tout va bien, mon corps il est ok. Mais comment elle vérifie la sexologue que ça fonctionne? Mais elle vérifie rien du tout. Si tu veux, je suis juste allée voir en mode je comprends pas, j'arrive pas à avoir des orgasmes, il faut que tu m'aides meuf. Et elle était pas ouf, elle m'a juste dit bah non, votre corps enfin voilà, il y a rien qui cloche quoi. Donc, il y avait pas de dimension psychologique, elle t'a pas parlé du fait qu'il pouvait y avoir un blocage psycho quoi? Pas vraiment non. D'accord. Ouais. Okay. C'est vrai que je suis pas tombée sur la meuf la plus open. Bon, voilà, elle aurait pu me lancer sur tout un tas de pistes, elle l'a pas forcément fait. C'est pas grave, je suis allée les chercher solo. Et mais puis il y a des bons sexologues, c'est quand même, ça peut être une solution. Tout à fait, hein. Absolument, tout à fait. Donc tout ça pour dire que oui, ça a eu un impact dans le sens où je pense que maintenant je suis beaucoup plus au fait de attends, mon plaisir il est aussi important que celui de mon partenaire. Putain, déjà c'est dingue de se poser, de se dire ça, alors ça paraît être une réalité, une normalité en fait. De ouf. Attends, ah oui c'est vrai qu'en fait j'existe et que j'ai le droit de kiffer aussi. C'est ça quoi. Ça, c'est quand même, je suis pas là juste pour faire kiffer l'autre. Bon, j'adore hein, et la sexualité c'est ça aussi. Mais voilà, de se remettre un peu à ta place et de se dire attends, si je le fais c'est aussi pour moi, pour mon plaisir à moi, me faire kiffer. Et je pense que petit à petit, j'arrive aussi à sortir un peu du script hétérosexuel dont je parlais tout à l'heure, donc le truc très classique où en fait il y a un truc qui se déroule sans même que tu te poses la question de est-ce que t'en as envie. Je pense que maintenant vraiment ce qui a changé c'est de quoi j'ai envie là maintenant tout de suite et de pas être en mode ok ça doit se passer comme ça. Exactement. Et donc je me pose pas de questions et en fait juste je parle très souvent de Camille Froide-Vaumétry, qui est une philosophe qui m'a énormément marquée. Et en fait, elle parle de ce passage de corps-objet à corps-sujet. Moi, j'ai l'impression que j'ai fait ça. Je suis passée d'un corps-objet qu'on regarde et qu'on utilise pour kiffer, prendre du plaisir, à un corps-sujet qui est là en mode j'existe, je suis là et j'ai le droit de prendre et d'avoir autant de plaisir que toi. Et donc, on le fait ensemble et on est dans un truc de partage. Et donc, j'existe de la tête aux pieds avec ma coupe de cheveux, avec la forme de mes seins, avec mes poils qui soient épilés ou non. Parfois on va les épiler, parfois pas. Avec la forme de mes pieds, avec la forme de ma vulve, on va en parler aussi parce que ça c'est aussi la forme, l'odeur, tout ça c'est aussi un sujet. Donc c'est dans l'acceptation de son corps et dans l'acceptation de ses désirs et de ses limites. Donc il y a le psychologique aussi. Ouais, tout à fait. Et donc à chaque seconde qui passe, tu as le droit de poser ta limite ou d'arrêter une action que tu étais en train de mener. Bien sûr. Ça, c'est encore un autre sujet, mais c'est lié. Tout à fait. Et le consentement, c'est hyper important. Qui, chaque seconde qui passe, existe. Exactement. C'est pas parce que tu as dit oui la seconde précédente que tu peux pas dire non celle d'après. Exactement. Ça peut toujours changer. Et donc, ça revient à l'affirmation de soi et l'estime de soi, quoi. Exactement. S'autoriser, en fait, à avoir des limites et à dire, bah non, là, c'est pas OK pour moi. Et c'est pas parce que j'ai dit oui ou que le mec m'a payé un repas ou que je ne sais quoi qui m'a fait rêver ou que... Bref, quelle que soit la raison. Ou même, parfois, la raison, c'est... Bah, du coup, maintenant, on est en relation amoureuse ou on est en relation sex-friend ou relation libre, j'en sais rien. Il y a plein de situations. Donc, tout est open maintenant. Exactement. Il y a tout... Nos limites sont toutes... subjectives et propres à nous-mêmes et en fait il faut réussir à les exprimer et à se dire que dans le temps ça peut bouger quoi, c'est voilà. Carrément. Et que c'est pas parce que t'as tamponné sur une relation qu'il y a on a un tampon sur le front que tout est open tout le temps. Ouais, tout à fait. Et donc ça vient à la connaissance de soi et le kiff qu'on a d'être nous-mêmes au final. Et du coup au niveau de la vulve il y a quand même un sujet qui est quand même assez présent sur les injonctions un petit peu à être propre. Alors qu'est-ce que ça veut dire être propre ? Donc au niveau de l'épilation, au niveau de la forme aussi, il y a le porno qui a fait quand même pas mal de dégâts là-dessus. De ouf. Faut avoir une vulve, je sais pas, toute lisse, sans lèvres qui dépassent trop, qui pendent et tout machin. Il y a aussi l'industrie au niveau des savons, des lingettes odorantes, tout ça, parce qu'on a un stress sur notre odeur. Parce qu'il y a d'autres mythes aussi, il y a d'autres... dans ce que tu as développé, parce que toi, tu avais fait un podcast là, qui s'appelle... tu as écrit le podcast
qui s'appelle On aura tout vulve, qui est incarné par Caroline Nicoulot et qui a aussi des petites pastilles avec Charline, sage-femme. Et donc, on a fait 4 épisodes. Voilà, l'idée, c'est de débunker un peu tout ce que tu viens de citer comme clichés, stéréotypes et fausses idées autour de la vulve, des odeurs, etc. T'en as cité pas mal. Il y avait aussi un épisode sur les règles, genre les règles, c'est sale. Le sang des règles, c'est sale. Voilà, tout un tas de trucs qui semblent évidents, mais en fait, qui ne le sont pas pour tout le monde. Donc trop important de parler de tous ces sujets-là, c'est clair. Et oui, tu l'as cité, je pense que c'est un peu le triptyque, le porno, l'industrie cosmétique et autres. Et puis, et les réflexions. Et voilà. Parce qu'il y a beaucoup de mecs qui font des réflexions quand même. Enfin, des mecs, après, peut-être dans les relations homosexuelles aussi, il y a des meufs qui peuvent faire des réflexions. Enfin, il n'y a pas que les mecs. Mais il peut y avoir, du coup, parce que des deux côtés, nous, on stresse sur notre truc, mais une personne peut aussi dire ça c'est pas dans les codes que j'ai dans mon logiciel, donc je vais te faire une réflexion. Ouais, de ouf. Ça, les gars, regardez plus de formes de vulve, en fait. Il y a des comptes sur Instagram qui montrent plein de formes de vulve, et en fait, il y a une telle diversité, c'est ça qui est beau aussi, c'est la diversité, c'est trop triste de dire qu'on est tous des petits clones et qu'on a tous les mêmes petites vulves, là. Moi, ça me fout le cafard, en fait, justement, quoi. C'est ça qui est cool. Moi, j'ai plutôt une vulve en mode papillon, et pendant très longtemps, j'étais en mode, oh non, mais c'est trop chelou. Voilà, parce que tu regardes des actrices porno, et la majorité des actrices porno, c'est vrai qu'elles ont des toutes petites lèvres, en fait. Limite, il n'y a rien qui dépasse. Ouais, c'est ça, il n'y a rien qui dépasse. Et c'est quoi papillon, en fait. Papillon, ça veut dire que c'est comme des petites ailes de papillon, quoi. Comme une petite corolle, en fait, que ça dépasse un peu, tu vois. Et en fait, je trouve ça trop beau, quoi. Justement. Et ça, comment t'as fait pour t'autoriser à pas rentrer, du coup, dans un truc tout lisse et tout, et à dire, ok, ça, c'est une vulve qui existe. Est-ce que c'est parce que tu as réussi petit à petit à trouver des partenaires qui te désiraient, peu importe ton corps? Est-ce que comment t'as fait pour casser avec le stress que t'avais d'avoir un papillon entre les jambes? Ouais. Mon petit butterfly. C'est vrai que pendant très longtemps, j'ai eu l'impression que j'allais avoir une espèce de prince du cul qui allait arriver et tout, tout arranger, quoi. Avec lui, j'aurais un orgasme. Voilà, exactement. Pareil. Avec lui, j'aurais un orgasme. Avec lui, tout serait facile. Avec lui, mon corps serait parfait, nanana, machin. Mais non, en fait, personne va venir te sauver. Enfin, moi, j'ai capté que personne allait venir me sauver. En fait, il y avait juste moi qui allait me sauver. Et en fait, justement, j'ai pas besoin de quelqu'un d'autre. Après, oui, c'est clair que le regard des autres, ça peut aider. Et clairement, il y a des partenaires qui ont été ultra... j'allais dire bienveillant, mais même juste excitant, les mots qu'ils utilisent, la façon dont ils te regardent, ça, clairement, ça peut aider. Puis au-delà de ça, moi, je pense que vraiment, on a besoin de voir des images. Moi, j'ai besoin de voir des corps différents. J'ai besoin de voir des vulves différentes, des formes de seins, des formes de nez, des formes de tout, en fait. J'ai besoin de voir tous ces trucs-là. Et ça, même si je l'étends plus largement, j'ai besoin de voir des modèles de famille différentes. J'ai besoin de voir des gens qui font les choses différemment, qui sont pas dans un truc très classique de j'ai rencontré mon partenaire à 30 ans, je me suis mariée à 32, j'ai fait un gosse à 35. En fait, il y a tellement de modèles très variés qui existent qu'on a besoin d'histoires. C'est pour ça aussi que j'aime bien aller chercher des histoires en me disant peut-être qu'une personne va écouter ça et que ça va changer la vie d'une personne. Et donc, du coup, On aura tout vulve, c'est sous forme d'histoire? On aura tout vulve, c'est plutôt... Non, c'est pas vraiment une forme d'histoire, c'est plutôt un petit récit où elle raconte un peu, je sais pas, tu vois Caroline Nicoulot, sa façon de parler, sa façon de parler de ses sujets avec son côté un peu... Avec sa voix comme ça, voilà. Bon, Michael. Exactement, elle a une espèce de nonchalance un peu, et du coup ça va très bien et avec... Elle parle de tout. Ouais. Et elle casse justement cette image de les filles, elles n'ont pas de mycose, elles n'ont pas des problèmes de vulve, elles n'ont pas des problèmes intestinaux et tout. Si, ouais, en fait. Exactement. Et donc, du coup, c'est génial qu'elle l'incarne. Je pense que c'était la super personne pour incarner ce podcast. Et tous ces sujets-là, quoi. Et donc, non, c'est pas sous forme d'histoire, mais ça s'écoute super facilement, c'est hyper agréable et juste, elle est drôle, en fait. Donc, ça marche trop bien. Voilà. Donc, tu disais que ça libérait aussi de parler et de se faire écouter. Tu as développé des cercles de parole. Ouais, tout à fait. Donc, des cercles de parole, en fait, c'est une fois par mois, on se retrouve soit en présentiel, soit sur Zoom, quoi. Et l'idée, c'est que, on a 1 heure ou 1 heure et demie, selon le nombre de femmes qui ont décidé de venir ce jour-là, pour juste se raconter et raconter ce qu'on a envie de dire. En fait, on écoute plus qu'on ne parle, puisqu'on écoute potentiellement 8 femmes, et toi, tu parles 1 ou 2 fois. D'accord. Et on fait des tours de parole. Tout est confidentiel. En fait, il se passe un truc assez magique. À chaque fois, je suis très étonnée.
Mais on arrive tous avec nos trucs, notre journée, machin. On fait une espèce de petite méditation. Moi, j'aime bien commencer par ça pour poser et faire comme une transition entre ta journée et ce moment-là et cet espace. Et ensuite, voilà. Et très souvent, on partage des trucs ultra intimes que j'avais pas du tout prévu de partager. Mais en fait, tout le monde se retrouve à partager des trucs, très intimes. Et juste, moi, très souvent, je ressens beaucoup de soulagement, comme si ça m'appartenait plus. C'est bon, je l'ai déposé. Trop bien. Voilà, c'est là-bas, c'est bon. Et pour celles qui seraient très timides et qui n'oseraient pas rentrer dans les cercles de parole, mais qui ont des difficultés à assumer leur corps, leur sexualité, leur intimité, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Quels conseils tu pourrais leur donner ? Alors, conseils, je sais pas si j'ai des conseils à donner, mais je peux parler de moi, ce que j'ai fait. En fait, je veux juste pas recréer des nouvelles injonctions, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais en tout cas, moi, je pense qu'un des premiers trucs, c'est d'apprendre à connaître son corps. Clairement, ça a commencé comme ça, en fait, les mouvements de self-help aux États-Unis. Et je pense à un bouquin qui est génial, qui s'appelle Notre corps, nous-mêmes, qui avait été écrit dans les années 70 par un collectif de femmes. Et il y a eu des versions dans tout un tas de pays, et notamment une version française. Et là, il y a eu une réédition très récemment avec des personnes queer, des femmes, etc. Et c'est vraiment un manuel d'auto-connaissance de soi. Je pense que le premier truc, c'est se connaître. Tu peux rappeler le titre juste ? Ouais, le titre, ça s'appelle Notre corps, nous-mêmes. Très bien. Hyper intéressant. T'apprends tout un tas de choses sur ton corps, ta sexualité, la grossesse, blablabla, voilà, tous ces sujets-là. Trop bien. Et donc, quelle que soit la façon dont tu le fais, apprendre à se connaître. Vraiment. Apprendre à se connaître, qu'est-ce que c'est ton plaisir ? Comment tu prends du plaisir ? Comment tu fonctionnes ? Il n'y a pas une façon d'avoir un orgasme, il y en a plein d'autres. Est-ce que c'est ça qui va te faire jour ? Est-ce que c'est plutôt ça ? Est-ce que c'est on va te parler ? Ou est-ce que non, en fait, au contraire, pas du tout. Voilà, apprendre à se connaître, je trouve que c'est le premier truc. Et même apprendre à se connaître, tes cycles, comment tu fonctionnes, est-ce que t'as des cycles longs, des cycles courts, est-ce que règles. De règles, est-ce que t'as mal au sein, est-ce que, tu vois, tous ces trucs-là, vraiment se connaître soi. En fait, il y a que toi qui peux te connaître. Donc ça, pour moi, c'est le premier truc. Personne va te donner des solutions. Ouais. Voilà. Après, il y a des gens qui peuvent aider en plus. Évidemment, bien sûr, tu peux aller choper tout un tas d'infos, machin, mais ce qui compte avant tout, je trouve que c'est de se redire, attends, moi, comment je fonctionne, comment moi, mon corps, exactement. S'observer, s'écouter. Ça, c'est le premier truc. S'observer, t'as tout à fait raison. Et je pense du coup aux artistes, parce que moi, j'aime bien regarder ce que font les artistes. Et je pense à Ana Mendieta, qui est une artiste cubaine, et à Niki Tsinfal, qui sont deux artistes que vraiment je kiffe trop. Les nanas de Niki Tsinfal, elles m'ont trop marqué quand j'étais jeune. J'aimais trop voir ces grosses femmes colorées, là, j'adore. Et les artistes, elles ont aussi ce truc de se regarder, en fait. Et donc, prends un miroir, regarde-toi, prends-toi en photo. C'est pas superficiel, au contraire. C'est un truc limite d'amour de soi, quoi. Que de se prendre en photo régulièrement, de se voir évoluer, de se regarder, en fait. Mais se regarder avec amour. Exactement. Ce qui est pas toujours facile. Ouais. Donc ça... Et ensuite, il y a le collectif. Moi, je trouve que c'est hyper important. Il y a soi et il y a les autres. Comment tu t'inscris aussi, comment les autres, ils peuvent t'aider de parler, d'essayer d'en parler avec, je sais pas, ta mère, tes sœurs, tes cousines, tes copines, ou juste des inconnus si c'est trop difficile pour toi d'en parler avec des gens que tu connais. Et justement, les cercles de parole, c'est très, très cool pour ça. C'est que tu peux venir et ne plus jamais revoir ces personnes. Et juste venir dire un truc que tu avais besoin de dire. Voilà. Ou après, des professionnels de santé, quels que soient les gens à qui tu peux t'adresser, mais... de s'inscrire aussi dans un truc qui est collectif, parce que je trouve que aller mieux, c'est aussi aller mieux avec les autres. Enfin, moi, en tout cas, il y a un truc important comme ça. Trop bien. Comment on peut te suivre sur les réseaux, accéder à ton site où il y a tous tes podcasts, on peut voir un petit peu où t'en es, si on veut accéder à ces cercles de parole, par exemple. Les auditeurs et les auditrices, ils peuvent taper quoi sur Internet ? Alors, je suis Shadowban sur Instagram. Donc, il faut taper Ceci est ton corps tout attaché et jusqu'au bout avec le dernier S, sinon le compte, il va pas sortir. Donc, Ceci est ton corps sur Instagram. Ok. Ceci est ton corps, le site. Et voilà, c'est tout. Et le site, on tape ça. Okay. Ouais, tu tapes Ceci est ton corps sur Google et là tu vas tomber sur le site. Il y a aussi un livre qui a été écrit avant que je lance, mais bref, allez sur le site plutôt. Et voilà. Trop bien, merci Aurélie. Merci à toi. Merci d'avoir pris ce temps pour parler de tout ça. Avec plaisir. C'est super important et puis on vous remercie à tous et à toutes d'être là encore, de suivre Pédagojoui. C'est animé par moi-même, Malou Monroe, et c'est conçu par Passage du Désir, qui est l'enseigne du développement durable du couple. Vous pouvez retrouver Passage du Désir en boutique ou sur Internet. Il y a l'Insta Passage du Désir aussi, avec d'autres thématiques sur la sexualité. Et puis vous pouvez rebondir aussi sur YouTube. Cet épisode, il est filmé sur le YouTube de Passage du Désir et proposer des nouveaux épisodes aussi. Voilà, à très bientôt et merci beaucoup. Merci Malou. Merci Aurélie.